Et donc, mon cher Camille, où vont cette semaine tes petites pérégrinations néo-rétro-culturelles, évidemment? Et bah aujourd'hui pas bien loin puisqu'on reste en France et on va parler d'un des personnages dont le nom est définitivement ancré dans la culture populaire française, Eddie Barclay. Oh, c'est Voilà. beau. Alors est-ce que ça vous parle déjà? Bien sûr, le dandy, bien sûr. Ah Pour bah oui. moi, Bien pour moi, sûr. c'est un producteur de musique, mais je C'est me ça. trompe peut-être. Oui, Mm. c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a une Et chemise en lin je blanche. l'associe à Johnny. Ouais. Bah, c'est la seule info que j'aurai ce soir. J'avais pas plus en connaissance personnelle. Ouais, t'en as peut-être d'autres, je suis sûr. Ah, Donc, vous allez c'était comprendre sur chaque pourquoi est-ce semaine. qu'aujourd'hui encore, ce nom n'est pas inconnu et pour ça on va remonter le temps jusqu'en 1921. Ça remonte un Ah petit oui. peu. Ça ne rajeunit Ouais. pas. Ouais, non. Voilà. Au cinéma, c'est l'âge d'or de Chaplin, Le Kid et Charlot et le Masque de Fer. Dans les bacs, Al Johnson s'impose encore et toujours avec April Shower. Chez nous, c'est Maurice Chevalier et son Dans la vie, faut pas s'en faire. Dans les librairies, Marcel Proust et Jean Giraudoux. Et B. Ah, j'ai dit que c'était long, hein. Le petit Édouard Ruot, né à Paris le 26 janvier de Paul Ruot, gérant de café, et Georgette Jalado, employé de la Poste. Il a également un frère aîné qui s'appelle Paul Ruot, qui a 7 ans de plus que lui. Il passe son enfance dans l'établissement de ses parents, le Café de la Poste, boulevard Diderot, juste en face de la gare de Lyon. Voilà. Qui porte un Alors, autre nom maintenant d'ailleurs. Si tu nous parles de Monsieur Ruot, je suppose que c'est parce que c'est Monsieur Barclay, c'est la même personne. Alors, ça va devenir la même personne. Mais là, D'accord. actuellement, c'est toujours le petit Édouard Ruot. Voilà, toujours. Il déteste l'école, mais pendant l'entre-deux-guerres, il se passionne pour la radio, notamment anglaise, où il va découvrir le jazz. Le café possédait une grande pièce à l'étage avec un piano, où il va apprendre d'instinct à jouer en reproduisant ce qu'il entendait à la radio, sans même savoir quelle chanson il jouait. Il parle pas anglais du tout à l'époque encore. Les années passant et les études n'étant visiblement pas faites pour lui, il travaille dans la brasserie familiale et devient pianiste du bar. Un petit peu comme ça. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il va faire une rencontre, une connaissance avec un autre pianiste de bar qui, pareil, avait jamais appris à lire la musique et qui s'appelle Louis de Funès. Hein? Voilà, si vous ne le saviez pas, Louis de Funès, avant de devenir acteur, il n'est pas du tout acteur de base, il est pianiste. Ah, je le savais absolument pas. Voilà. Et il sait pas lire la musique non plus. Décidément. Comme il- Bah, à l'époque, on s'emmerdait pas. Hein. Bah, il avait appris à jouer comme ça et se démerdait. Hein. Motivé par cette rencontre, il va commencer à composer et puis il va fonder son petit orchestre de jazz. Mais la guerre arrive bientôt à nos portes et Paris est occupé par les Allemands. Donc déjà passionné par la fête, il en faut plus au jeune Édouard qui organise des soirées clandestines dans les caves de Saint-Germain-des-Prés. Avec ses amis de l'époque, il va écouter des 78 tours de jazz américains dans des jukebox qui sont à l'époque interdits par le régime en place. Et d'ailleurs, on va se faire un petit blind test, voilà, et on va essayer d'aller identifier ses fameux amis de l'époque. Donc, on va changer un petit peu ce qu'on a fait jusque-là. Je vais faire une chanson pour une personne. Alors, Bon, bah, des ciao. chanteurs et des chanteuses qu'il faut qu'on identifie. Ouais. Ou des musiciens, ou voilà, des gens connus en tout cas. La première, elle est pour toi, Troya. J'ai pas de culture. Ah bah, je sais que c'est le début d'un film, mais je vais m'arrêter là. On a parlé il y a 2 semaines. Moi, je sais. Ah, je sais. Il y a 2 semaines, bah, que j'étais pas là. Ouais. C'est fou, hein. C'est le début d'un Louis de Funès, c'est tout ce que j'ai, moi. T'avais dit la même réponse la dernière fois, mais presque. C'est Alors. Django Reinhardt. Ouais, c'est Django Ouais, Reinhardt. J'allais dire Django Reinhardt. Ah, mais tu sais que ma mémoire, elle est... Est-ce qu'elle est Voilà, du coup, son premier pote de l'époque, c'est Django Reinhardt. Le deuxième, Lo. C'est pas pour vous fâcher. Brel. Non. Il faut que je vous dise, ma décision est prise. Ah ouais, c'est Je qui? m'en vais déserter. c'est loin. Fernandel. Non, non, non. Non, c'est- Ah non, mais oui. C'est un anarchiste, Oh, je pense. Che Guevara. non, Non plus. entre deux guerres. Celui-ci, alors faut le trouver, hein, parce que généralement, celui-là, on en parle quand on est en cours, c'est Boris Vian. Ah oui. Voilà. Voilà. On n'entend pas, ouais, souvent. Plap, plap. Travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. On connaît toujours cette chanson aujourd'hui, c'est étonnant. Oui. Ouais, C'est toujours valable, Qui avait chanté La Je Rose, sais mais je pas ne sais dire qui plus. c'est, moi. Ah, Son non. prénom, c'est Henri. Salvador. Ah ouais, voilà. Donc à l'époque, ces 3 potes, c'est Django Reinhardt, Boris Vian et Henri Salvador. Très Voilà. éclectique. T'as des bons potes. 1945, c'est la libération. Ouais, il a des bons potes quand même. Hein. Le petit Édouard sent le vent du changement et pour lui, il souffle depuis l'Ouest. Il décide d'américaniser son nom et devient donc le fameux Eddie Barclay.
il décide de se forger un style à la Clark Gable, cheveux en arrière, vêtements élégants, fine moustache et cigare. Une nouvelle apparence qui fait son succès auprès des dames puisqu'il se marie l'année même avec Michel Barrault. Plutôt efficace. Toujours aussi passionné par la fête, il décide d'en faire un business et fonde la Barclays Club, une des premières discothèques de Paris. Alors, fondé sur le jazz, il va y voir défiler tout Paris et il en profite pour recontacter ses amis ainsi qu'un petit trompettiste qu'il avait remarqué quelques temps plus tôt qui s'appelle Quincy Jones. Ah oui. Ouais, type un petit peu connu. Oui. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver à voir défiler, à accompagner des gens également à la musique, qui défraient la chronique depuis déjà quelques temps, comme un petit gars qui vient de loin qui s'appelle Louis Armstrong, Edith Piaf ou encore Charles Aznavour. Ouais, parfaits inconnus. Voilà, que des inconnus. Malheureusement pour Eddie, sa femme Michelle décède brusquement d'une maladie foudroyante à l'âge de 23 ans en 1948. Ouf. Voilà, pas de chance. 1949. C'est jour de fête dans les salles, mais Hitchcock nous rappelle qu'il y a toujours la corde. Le jazz débarque en force en France, mais chez les ricains, c'est l'annonce d'une révolution dans la musique. On parlera plus tard d'ailleurs. Eddie rencontre la chanteuse de jazz Ed Williams, de son vrai nom Nicole Vandenbusch, et il l'épouse dans l'année. Il fait beaucoup de choses entre la rencontre et dans l'année. C'est toujours dans l'année. Parce que je pense qu'il les met pas enceinte à chaque fois, non? Par hasard? Pas forcément à chaque fois, mais Oh. on reparlera de ça jusqu'à la fin de la chronique. De toute façon, on va en voir. Il a de grands projets, distribuer la musique qu'il aime. Et pour y arriver, il va fonder avec son épouse le label Blue Star. Grâce aux relations de son grand frère, qui est quand même préfet de police de Versailles, il loue les studios Pathé et enregistre ses premiers 78 tours de jazz avec René Lebas. Et à l'époque, c'était ça. On ne saura jamais si c'est en plein jour ou si c'est la nuit que naquit dans l'île Saint-Louis l'ange ou bien le démon qui n'a pas de nom et que l'on appelle aujourd'hui l'air de Paris. Voilà. Et ça y est, il est enfin producteur de musique. Voilà. Enfin, ça c'est sur le papier, hein, parce que dans les faits, Blue Star, ils n'ont pas une thune, et il parvient à peine à louer le studio et à payer les collaborateurs. Voilà, il souhaite absolument à tout prix éviter les banques, et du coup il limite les frais au maximum au point qu'il stocke les disques directement chez lui, dans sa propre baignoire de son petit studio parisien. Et il va même jusqu'à les livrer lui-même à vélo, de disquaire en disquaire. Ça coûte moins cher quand même quand à tu le fais l'ancienne. toi, hein. Ah bah ouais, voilà, enfin les moyens sont quand même rudimentaires, mais les résultats sont là, puisqu'il arrive quand même à en vendre 200 000 exemplaires. Hein. Ah bon, Hein quand même. Il a Pour l'époque, amené, je pense que c'est son énorme. petit vélo. 200 000 à vélo, bah Disquaire en putain. disquaire. Il a de avoir sacré cuisse le saligo. Hein. À faire le Tour Voilà, de France. ça commence à faire. Hein. Voilà, donc à l'époque, c'était déjà franchement pas mal. Avec l'argent qu'il empoche, il produit le chanteur américain Eddie Constantine, qui va très vite conquérir le marché français et faire exploser une nouvelle fois les ventes de disques. Grâce à ça, il va enfin quitter son petit studio pour un 3 pièces, le luxe. Il peut plus Paris, stocker, quoi. il peut en stocker un peu plus maintenant. Voilà, il va pouvoir avoir un peu plus de place. Au début des années 50, un ami américain lui parle d'une nouvelle invention bien plus pratique que le 78 tours qui permet d'écouter jusqu'à 30 minutes de musique par face. Peut-être que ça vous commence un petit peu à vous causer. Le 33 tours. Vinyle. Ouais, le 33 tours, le vinyle, ouais. Donc ni une ni deux, Eddie il réfléchit pas et saute dans un avion direction New York. Et il rapporte de son voyage la technologie 33 et 45 tours et se retrouvera malgré lui importateur des tourne-disques américains avant d'organiser la distribution et la fabrication de cette révolution dans l'Hexagone. Et parce qu'il faut bien rentabiliser le voyage, il signe au passage quelques artistes américains. Par exemple ça. En passant. En passant. On fait des choses en passant, mais pas ça. Tu t'appelles pas Eddie Barclay. C'est vrai. Je m'appelle pas Eddie. Ça joue, hein. J'ai pas de gel, j'ai pas de cheveux, j'ai rien. Voilà, ça joue, c'est le problème. Hein. Donc il va signer The Platers et leur Only You and You Alone qui fera un carton, 15 millions d'exemplaires vendus quelques années plus tard. Voilà. Accessoirement, au passage, il signe quand même Charlie Parker ou, par exemple, Ray Charles. Ah oui. Ouais, donc comme ça au passage. Il signe tout le monde, en fait. Parfaits inconnus. Ouais, bah tous ceux qui croisent, hein, littéralement. Il passe dans la rue, hé toi. Ils s'en mettent pas trop. Ah, mais c'est littéralement ça. Hein. Les gens l'expliquent en fait. Ils reçoivent un coup de téléphone, ils voient un gars arriver chez eux et c'est Eddie Barclay et il fait bon bah tu signes. Et puis, il Il signe. voit un gars arriver, c'est lui, c'est Eddie. Voilà. À l'époque, c'est littéralement comme ça. Et ça y est, enfin, il est celui qu'on surnomme le roi du micro-sillon. En 1951, il fonde une fois de plus avec sa femme la compagnie phonographique française et s'associe à Mercury Records pour agrandir son catalogue. Mais il cherche également à découvrir de nouveaux talents et fait le tour de tous les événements de la capitale. Il finit par faire la connaissance de Bruno Cocatrix, qui est directeur artistique de l'Olympia,
et de Lucien Maurice, qui est un futur haut placé de Europe 1. Donc, les salles de spectacle et la radio d'un côté. Ça va pour le rayonnement, c'est pas trop dégueu. Mais Eddie sent que le vent est en train de tourner et que le jazz a du plomb dans l'aile. Il décide donc de lancer un 3e label qui s'appelle Riviera. La musique faite pour danser, qui est particulièrement populaire auprès de la jeunesse. 1954. Les 7 samouraïs tremblent face à Godzilla dans les salles. Chez nous, Jean Gabin dans Touchez pas au Grisby. Dans les bacs, aux US, Ray Charles. Chez nous, Léo Ferré. À la télé, c'est la première de l'Eurovision et l'officialisation du JT à 20h. Avant, ils faisaient ça à n'importe quelle heure. Voilà. Le JT de l'heure où on est. Voilà, finalement. Et la Eddie première Eurovision, qui est-ce qui a gagné? On sait? Je ne sais pas du tout. Je cherche. J'aime bien l'eau. Voilà, On le je n'ai sait. pas cette Non, information, je ne sais cherche. pas. Voilà. Eddie et sa femme se décident à fonder le Jazz Magazine, une des premières revues sur le sujet en France. D'ailleurs, il a fusionné avec Jazzman en 2009 et il est toujours en vie, disponible en kiosque, en abonnement ou sur iPad. Voilà. La même année, Eddie décide qu'il s'est un peu trop éparpillé avec tous ses labels. Du coup, il va les rassembler sous une seule et même bannière avec le nom le plus connu qu'il possède, c'est-à-dire le sien. Voilà. C'est ainsi que va naître Barclay Records, qui devient instantanément l'un des labels les plus importants du jazz, du rock, mais aussi de la variété française. À partir de là, la machine Barclay, elle est lancée et elle prend une nouvelle dimension. En 1956, il cherche quelqu'un, par exemple, pour faire concurrence à une chanteuse à l'accent espagnol. C'est comme ça que, grâce à son fameux ami Lucien Maurice, d'Europe 1, il fait la connaissance d'une jeune femme. Donc là, cette fois-ci, c'est tous les trois en même temps. Qui c'est? Je sais bien que tu l'adores Ah, Dalida. et qu'elle a C'est des fort. jolis yeux. Dalida, ouais. Ouais. Mais tu es trop jeune encore. J'ai eu peur qu'on me dise soit 717. Je suis très peur. Ah. Voilà. Du jardin. Ouais. La version brute de la future star n'est pas encore très flamboyante, mais après un passage chez la maison Barclay, c'est déjà plus la même chose. Conseil artistique sans toutefois perdre en liberté, promotion, matraquage radiophonique, travail sur l'édition du disque, le staff est bon, la promotion n'a jamais été aussi excellente, et le succès ne se fait pas attendre longtemps. 1958. Le cauchemar de Dracula dans les salles. Chez nous, on y va à pied, à cheval et en Spoutnik. Rien qu'au titre, j'ai envie de voir ce film. Dans les bacs, Léo Ferré, Annie Cordy ou Chuck Berry. À la télé, De Gaulle en France, Guillaume Tell chez les Anglais. Non. Ah, Non. ça tombe la même année, c'est marrant. La machine Barclay est déjà efficace, mais Eddie veut aller plus loin. Il a besoin de sa team à lui. Du coup, il décide de rappeler Quincy Jones, encore une fois, et de faire de lui son directeur artistique. Il rappelle son vieil ami également Boris Vian et fait de lui le directeur de variété. Michel Legrand devient orchestrateur et le jeune Philippe Bouvard fait ses premières armes comme attaché de presse. Voilà. Les meilleurs des meilleurs sont là et le succès est à la hauteur. Les artistes les plus légendaires s'enchaînent avec succès ou non, mais tout se passe par la maison Barclay, peu importe leur genre musical. Non seulement il fait vivre la génération en place, mais il cherche encore et encore de nouvelles figures à mettre en avant. S'il a souvent un certain flair, il lui arrive également de se tromper. Il dira par exemple à un jeune chanteur « Mon petit vieux, écris des chansons si tu veux, mais surtout, ne les chante pas. Tu n'as aucun talent. » Ça fait plaisir. Connemara, on sait tout le prix du silence. Là-bas, Connemara. Ah, pour le coup, pas de bol, parce qu'il a quand même dit ça à Michel Sardou. C'est vrai. Bah, on peut se tromper, hein. On peut se tromper. Hein. Il Voilà. est tellement fan de métal, j'ai appris il y a pas longtemps, il a participé au Hellfest. Ok, je savais pas du tout. Sacré Michel. Hein. Voilà. Quand même, pas de chance. Il s'est trompé plusieurs fois, ça lui arrive. Hein. Lui-même le reconnaît d'ailleurs. À noter qu'Eddie ne se contente pas de produire de la musique puisqu'il compose et interprète ses propres albums, seul ou accompagné souvent par Quincy Jones, et il compose et interprète également de la musique pour plusieurs films. L'équipe est là, le succès est là, mais s'il veut que ça dure, il va devoir trouver un truc. Et il se trouve qu'une de ses passions, on l'a dit au tout début, c'est la fête. Il organise donc ce qu'on va appeler par la suite des séminaires Barclay. Le concept est simple, on loue un avion, une villa à l'autre bout du monde, et on emmène le staff et les artistes pour faire une fête de plusieurs jours. C'est tape à l'œil, mais ça fonctionne très bien. Les artistes se rencontrent, s'inspirent et les productions n'en sont que meilleures. A noter toutefois qu'il divorce d'avec son épouse Nicole en 1963 et se remariera avec Marie-Christine Steinberg en 1965. C'est d'ailleurs à cette période qu'il identifie et met en place un élément central de notre culture musicale moderne, le fameux tube de l'été. Voilà, ça c'était lui aussi. Une obsession économiquement très intéressante dont parle notamment Léo Ferré dans sa chanson Monsieur Barclay. Très belle chanson d'ailleurs.
Finalement, en 1970, il divorce à nouveau et se marie dans l'année avec l'actrice Béatrice Châtelier. De retour des États-Unis, il a une nouvelle idée, faire chanter des enfants. Une nouveauté totale en France. Avec son équipe, il sélectionne 17 chanteurs parmi les petits chanteurs d'Asnières pour créer l'album Noël 70. Ceux qui étaient là à l'époque, du coup maintenant vous savez d'où ça venait. Ceux qui étaient là. à Voilà. l'époque. J'ai cru que les petits chanteurs à la croix de bois c'était lui, mais non. Peut-être plus tard, mais en tout cas le fait de faire chanter des gosses en France, c'est lui. Le fait d'exploiter des enfants, c'est lui. Ok. Exactement. D'ailleurs, quel meilleur moment pour refaire un petit tour de blind test avec des artistes estampillés Barclay. Non. Ah si. Ah, si. La première, elle est pour toi, Lo. C'est bébé. Brigitte Bardot. Ouais, c'est Brigitte Bardot, bravo. Troyer, tu peux l'avoir celle-là. Non, mais tu vas me dire ça à chaque fois. Ah, Tout le monde change de trottoir. C'est comment il s'appelle? On n'a pas l'air viril. Excusez-moi, hein, moi. Starmania déjà. Comment? C'est Starmania, Balavoine. mais qui le Ah chanteur oui, Becky. Ça fait rire les passants. Daniel. Pas la voix. Balavoine. Voilà. Excusez-moi, moi je connais les chansons, mais les chanteurs derrière, ce n'est pas mon truc. Ah, tu vois, tu l'as eu. Plus dur, pas plap. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne. C'est pas facile, hein. Elle descend de la montagne. Elle descend de la montagne à cheval. Valérie Pécresse. Non. Alors là, franchement, non, je ne reconnais même pas la voix. Ah là, celle-ci, elle est pas facile. Je sais pas que c'était lui qui avait chanté ça. C'est Hugo Frey. Ah Oh la si, vache, oui, d'accord. ouais. Ok. Ouais, Voilà. donc je te dis oui, mais oui, ok. Elle est pas facile. Lo. Il y a Oui. de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la jara. Chaque jour un peu plus, il y a le jazz qui s'installe. Ah. Alors la Ah bah, c'est un radio, cousin, c'est Nougaro. Ouais, c'est Claude Nougaro. C'est- C'est son premier succès. J'adore cette chanson. Voilà. Troyer. Mhm. On va s'aimer. Gilbert. Voilà, tu vois que je l'ai là. Ouais, mais ça va. Tu ça. vois que tu l'as. Oui, je l'ai. Bah, c'est quoi? C'est années Gilbert 80, Montagnier. ça. Ouais, c'est années 80. Voilà, ouais. bon, on va dire ça. Et va. la dernière, Paplap. Ah, Eddie Mitchell. Voilà. Bien sûr, le Boogie Woogie, évidemment. Eddie divorce à nouveau en 72 et se remarie l'année suivante avec Michel de Mazur. Chaque transition, c'est ça. Hein, voilà. Ah, en fait, Attends, c'est- parce que moi je l'ai connu très très vieux et il était encore remarié. Hein, donc c'est Oui. pas fini. Mais c'est pas fini. Ouais, c'est pas fini encore. En fait, c'est un running gag, le truc. à chaque changement de chapitre. Alors, tu tournes la page, c'est un divorce qui s'annonce. Voilà. Il va faire ça très très souvent. C'est un long divorce de fiançailles. Non, c'est pas ça. 1978. Grise dans les salles. Attention, bronzé. Ça plane pour moi dans les bacs parce que we are the champion. Mais comme on dit, Stayin' Alive à la télévision, Goldorak. Sacrée année aussi, 78. À 58 ans, Eddie Barclay est au sommet de sa carrière. C'est alors qu'on lui diagnostique un cancer de la gorge. Il va vendre 40% de ses parts de Barclay Records à Polygram, qui deviendra par la suite Universal, mais il reste malgré tout, le seul maître à bord. Il divorce en 1981 et se remarie en 82 avec Dianelle Poinceau avant de redivorcer l'année suivante pour épouser l'année d'après Cathy Esposito. J'avais dit qu'on en reverrait encore quelques-uns. hein. En 1985, Eric Lippmann écrit un documentaire sur sa vie pour TF1, Que la fête continue. Eddie en compose tout de même la musique. Voilà, donc à faire. hein. Finalement, en 87, il divorce pour la 6e fois et épouse en 88 la comédienne Caroline Giganti, 22 ans. Un 8e mariage aux plus de 1300 invités, le tout couvert par plus de 10 chefs étoilés, 3 étoiles. Ah, faut que ça ait de la C'est gueule fou un peu. d'y croire encore à la 6e fois. 8e fois. 8e, pardon. Excusez-moi, j'ai oublié de Il s'est compter. marié 8 fois. Qui est-ce que j'ai oublié? Attends. C'est pas fini? Si, c'est bon? Si, c'est bon. Après, c'est Ah. fini. Il se remarie plus. Quand même. Voilà. Mais il va encore divorcer, rassure-toi. Ah, pardon, oui. Voilà. Oui, bah oui. Là, 8 sur 8, oui. quoi. C'est 7 divorces pour 8 mariages, quoi, quand même. c'est beau. Ouais. La même année, Eddie publie son autobiographie Que la fête continue chez Robert Laffont. Il occupe les années suivantes avec ce qu'on appelle désormais le clan Barclay ou la bande à Barclay. Une bande de potes qui se retrouvent régulièrement dans la villa de Monsieur pour festoyer et parmi lesquels on trouve exclusivement des acteurs du show business international, tels que Alain Delon, Thierry Leluron, Johnny Hallyday évidemment, Eddie Mitchell, Carlos ou encore Chantal Goya. Alors d'ailleurs, pour la petite histoire, il a jamais fait signer Johnny. Ah oui. Ouais, parce que Johnny avait déjà signé avec un autre label et il a jamais voulu changer.
Alors c'est marrant parce que vraiment j'aurais cru. Moi j'associais. Par contre, ils sont extrêmement potes, ils sont tout le temps Ah ensemble. oui, d'accord. Peut-être pour Voilà, ça. Sur Johnny toutes les bouffe chez photos, lui tous les week-ends. les photos bombes d'Eddie Barclay, c'est Johnny en fait. À chaque fois. Ouais, mais tu as une photo sur 2 où il est avec sur la photo. Alors, c'est un coup Johnny, un coup Eddie Mitchell, un coup les deux. Voilà, par contre, il fera jamais signer Johnny. Il finira par divorcer, une 7e fois, en 98, à l'âge de 77 ans, et cette fois-ci ne se remarie pas. Qui divorce à 77 ans? Bah lui. Lui, apparemment. Le divorce qui lui coûte cher quand même, donc... Ah bah à chaque fois moment, il perd un bout quand même au bout de 8 Ah bah, fois. oui. Bon, je pense qu'il avait pas besoin d'argent, mais le bon on va dire monsieur. que c'était plus sa préoccupation première, quoi. Non. Au début des années 2000, c'est au tour de Frédéric Livin de s'intéresser à la vie d'Eddie dans un documentaire Eddie Barclay, le gentleman producteur. Il meurt le 13 mai 2005 à 84 ans à la suite d'un malaise cardiaque. Son cercueil sera d'ailleurs porté par ses amis de toujours, Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, Carlos, Olivier de Kersauzon et Stéphane Collaro. Eh ben. Comme dernier balade. Mais dans tout cela, qui est encore Eddie Mitchell, ouais. en forme mais il est toujours en vie. Collaro, je crois qu'il est toujours en vie aussi. Voilà. C'est tout. Il Je voulais, est faire, pas, je voulais faire un J'ai petit pas compte. dit qu'on- Je pense qu'il est à l'EHPAD. Voilà. Je pense aussi. Quoi. Dandy légendaire du tout Paris, Eddie Barclay aimait les femmes. Malgré son nombre étonnant de mariages, il est resté ami avec chacune d'entre elles, qu'il appelle jusqu'à la fin ses femmes. Il dit jamais ses ex, il dit toujours ses femmes. C'est mon harem. Ah non. Ouais, presque ça, parce que c'est jamais en même temps, mais lui c'est ses femmes, c'est un truc de fou. Eddie Barclay aimait la fête, mais ce qu'il aimait avant tout, c'était les rencontres avec les artistes, entre les artistes. Il semblait avoir une véritable passion dans l'observation de ce phénomène d'inspiration mutuelle. Plus que tout autre, Eddie Barclay aimait la musique. Pionnier du jazz en France, brûlant d'innovation et d'énergie, aucune excuse n'avait de chance face à Eddie. Bonne production et bonne vente, il n'y a pas de place à la concession. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à aller chercher les bonnes personnes. Eddie Barclay a véritablement inventé la maison de disques telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais c'est pas tout, car c'est également lui, l'un des principaux artisans de la chanson française, de sa grande époque, dans ses phases, et même tout simplement du rêve de devenir une véritable star. Plus que personne d'autre, s'il y a une personne à retenir de la production musicale française, c'est assurément celui qui en réunit tous les aspects, Eddie Barclay. Grande figure, Ouais, grande figure. chapeau. C'est beau. Mais Type, Quel homme. dont j'ai vu le nom des centaines de fois sur les vinyles. inventer la maison de disques telle qu'on la connaît, tu vas un peu loin quand même. Mais la vérité, c'est qu'à l'époque, tout ce qui était aux États-Unis et en Angleterre, mais surtout aux États-Unis, arrivait pas facilement chez nous, et c'est ça qu'il a fait Barclay en fait. Il Parce a que fait sinon, exploser des tout maisons ça. de disques, il y en avait aux États-Unis, évidemment, il y avait une industrie Ouais. incroyable. Bah après, c'est lui qui l'a vraiment apporté en France, parce qu'avant, en France, on s'embêtait quand même. Oui, beaucoup voilà, moins. voilà. Les contrats et tout ça, c'était vraiment son truc à lui. Et après, les autres, évidemment, ont copié, parce que forcément, tu peux pas mettre un copyright sur le fait d'écrire des contrats, bien sûr. Mais il a un catalogue qui est absolument monstrueux. Et aujourd'hui, tu vas dans un endroit où on peut acheter des vinyles ou des CD, et je te mets au défi de trouver un endroit où t'as pas un seul truc estampillé Barclay, quoi. Ah bah, je pense qu'il y a de quoi faire. Bien, merci, mon cher Camille, pour cette Il y a toujours pas de quoi. découverte ou redécouverte pour certains. Je pense que pour beaucoup, c'était un nom que tout le monde connaissait, mais sans trop savoir tout ce qu'il avait C'était entrepris. ce vieux qui s'était marié 8 fois, surtout. Exactement. Essentiellement, les gens ont retenu les mariages et la fête. Ouais. C'est malheureux, mais je pense que c'est ce que les gens décrivaient sur la fin de sa vie, effectivement, sans parler de tout ça. Voilà. Et maintenant, on en sait évidemment un peu plus. Encore merci, mon cher Camille. On va enchaîner avec les news qu'on kiffe.